Après avoir évoqué, dans la première partie de notre entretien, les triomphes artistiques et les premiers succès de Madame Vigée-Lebrun, nous entrons à présent dans une période plus tourmentée de sa carrière. Car si le talent attire l'admiration, il éveille aussi l'envie, et nul n'échappe aux traits empoisonnés de la calomnie lorsque la fortune et la gloire vous sourient. Ainsi, le salon de 1785, qui consacra l'artiste comme l'un des plus grands portraitistes de son temps, fut aussi l'occasion d'une cabale féroce, où rumeurs et insinuations vinrent ternir son éclat. On l'accusa, avec une perfidie digne des plus viles médisances, d'avoir obtenu ses succès non par son pinceau, mais par la faveur d'un ministre, et l'on prétendit même que sa prospérité devait plus aux intrigues qu'à son travail acharné. Comment une simple méprise, née d'un service rendu à une connaissance, put-elle nourrir l'un des plus venimeux scandales du siècle? Comment Madame Vigée-Lebrun, femme d'honneur et d'indépendance, affronta-t-elle ces attaques, et avec quelle force d'âme sut-elle défendre son nom? C'est ce que nous allons découvrir dans cette seconde partie de notre entretien, où l'artiste revient avec émotion, mais non sans esprit, sur ses années d'épreuve. Madame, il était grand temps que votre art reçût la consécration qu'il méritait et que vous fussiez admise à l'Académie royale de peinture. Mais il semble que cette reconnaissance ne vint point sans heurts. Pourriez-vous nous dire, de votre voix si éloquente, ce que furent ces épreuves? Vous ne sauriez croire combien la route fut semée d'embûches. L'art, lorsqu'il éclot sous des doigts féminins, semble devoir être un fruit volé, suspect aux yeux de ceux qui s'en veulent les seuls gardiens. Dès lors que mes portraits commencèrent à se faire une place dans les salons les plus huppés, que mon pinceau se trouva recherché par les têtes couronnées et que le nom de Vigée-Lebrun résonna dans l'arène de la peinture, l'envie et la malveillance s'armèrent contre moi. On me prêta d'illusoires maîtres. On supposa ma main guidée par celle d'un autre, comme si la grâce de mon art ne pouvait venir que du secours d'un homme. L'aimable Ménageot, que je comptais parmi mes amis, fut même l'objet de ces calomnies, et l'on insinua qu'il eût retouché mes œuvres. Ah, quelle absurdité, monsieur! Ce peintre consciencieux, tout appliqué aux scènes d'histoire, n'eût su ni capter la vivacité de mon trait, ni saisir l'âme de mes modèles avec cette tendresse que l'on me reconnaît. Mais que voulez-vous? Dès qu'une femme brille, l'on s'acharne à l'éteindre. Et ce ne fut point seulement la jalousie de certains de mes confrères qui s'éleva contre moi, mais aussi celle de mes consoeurs. Madame l'habile Guillard, fort habile, il faut le dire, et douée d'un art assuré, comptait sur cette place à l'Académie. Lorsqu'elle vit que j'en étais également candidate, on ourdit contre moi une cabale. Que ne disait-on pas? Que j'étais trop proche de la cour, que mes tableaux valaient plus par la faveur de mes illustres modèles que par mon talent, et que l'or que l'on me prodiguait en témoignage d'admiration aveuglait les juges. Hélas, monsieur, combien de fois ne m'a-t-on point reproché ce que je n'ai pu choisir? Ma jeunesse, mon succès, et, crime suprême, ma beauté. Que de murmures perfides ai-je dû entendre, de soupirs jaloux, de médisances venimeuses. On ne me pardonnait pas d'être aimé, recherché, loué par les plus grands noms du royaume. L'Académie semblait peu disposée à ouvrir ses portes aux dames. Comment avez-vous triomphé de cette résistance? Il fallut rien de moins qu'une main royale pour briser ces chaînes invisibles. Car si l'Académie avait déjà reçu quelques dames, elle craignait d'en voir affluer davantage, et mes opposants, sous prétexte que mon époux commerçait mes œuvres, s'accrochaient au statut pour m'exclure. J'avais pour moi quelques fervents protecteurs, parmi lesquels l'abbé de Saint-Nom, l'abbé Pommier et nombre d'hommes influents qui défendaient ma cause. Mais la cabale menée contre moi était forte. Il fallut l'éclat d'une volonté plus puissante encore, celui de Sa Majesté la Reine Marie-Antoinette. Cette auguste protectrice de mon art, cette souveraine qui, dès notre première rencontre, me témoigna une bienveillance exquise, s'exprima en ma faveur avec cette grâce qui lui est propre, et l'Académie dut céder. Ainsi, monsieur, j'entrai dans ce temple des arts, non sans avoir laissé derrière moi bien des jalousies et bien des inimitiés. Mais qu'importe, l'histoire jugera nos œuvres, et non les intrigues qui les ont entourées. Ma seule ambition
et que mon pinceau continue d'immortaliser les traits de mon époque, et que mes portraits, témoins d'un monde en mouvement, demeurent pour la postérité un reflet fidèle de la grâce et de l'élégance de notre siècle. Madame, vos paroles sont empreintes d'une noblesse qui sied à votre talent. Vous avez su faire triompher l'art sur la mesquinerie, et votre nom brillera au firmament des grands peintres de notre temps. Vous me comblez d'honneur, mais si mon nom doit survivre, que ce soit par la seule force de mon talent, et non par le bruit des querelles d'hier. L'art seul doit régner, et j'espère qu'un jour, nul ne verra plus d'obstacle à ce que les femmes, si elles ont le feu sacré, puissent prendre place parmi les maîtres. Il semblerait que votre entrée à l'Académie royale de peinture ne fût point une simple formalité, mais plutôt le fruit d'une lutte opiniâtre, où la faveur royale dut peser de tout son poids pour triompher des statuts et des préjugés. Pourriez-vous nous éclairer sur ces événements qui marquèrent votre carrière d'une gloire non exempte de combat? Que ne m'eût-il pas fallu d'ardeur et de constance pour franchir ce seuil tant désiré, mais gardé avec tant de rigueur par ceux qui ne voyaient en moi qu'une usurpatrice, une intruse en ce temple des arts? De toutes parts s'élevaient des voix méfiantes, soucieuses de voir une femme franchir ce rempart, qui plus est, une femme dont l'époux commerçait en tableaux. Ce dernier point fut mon plus grand écueil, car l'Académie, jalouse de son indépendance et de sa dignité, interdisait expressément à ses membres toute transaction relevant du négoce. Or, par un paradoxe cruel, bien que je ne me mêlasse en rien aux affaires de Monsieur Lebrun, on voulait me confondre avec lui, comme si une épouse ne pouvait exister qu'à travers l'ombre de son mari. Mais, monsieur, si la volonté des hommes se dressait contre moi, une autre volonté, plus haute, plus impérieuse encore, vint à mon secours. Sa Majesté la Reine, dont la bonté et la confiance m'honorèrent dès nos premières rencontres, s'émut de mon sort et tint à ce que je fusse rétabli dans mes droits. Plus d'une fois, elle fit entendre ma cause au comte d'Angivillers, mais celui-ci, tout pénétré du respect des statuts de l'Académie, se refusait à fléchir, arguant de la nécessité de préserver l'intégrité de cette illustre institution. Mais enfin, la reine insista avec cette douceur ferme qui lui est propre, et il fallut que M. d'Angivillers en vint à implorer du roi lui-même une dispense formelle. C'est alors que fut rédigé ce mémoire habile, ce plaidoyer ingénieux qui, tout en conservant l'apparence du respect des règlements, ouvrait pourtant la porte à mon admission. Oh, monsieur, quelle émotion ce dut être pour moi de savoir que, pour mon humble talent, on en appelait à la parole souveraine du roi. Et Sa Majesté, en son infinie bienveillance, daigna approuver l'exception qui me fut accordée. L'Académie, contrainte d'obéir aux ordres du monarque, vota enfin mon admission, non sans imposer que jamais plus de 4 femmes ne pussent siéger en son sein. Comme si, en vérité, notre sexe eût pu un jour menacer l'édifice même des arts par son seul nombre. Que ressentîtes-vous, madame, lorsque cette décision fut prononcée en votre faveur? Que vous me posez là une question émouvante. Je fus d'abord saisie d'un tel soulagement que je crus un instant que ce combat m'avait coûté plus que je ne l'imaginais. Puis, ce fut une joie immense, une reconnaissance infinie envers ma noble protectrice, qui avait fait plier les résistances de mes adversaires et m'avait permis d'atteindre le but tant espéré. Mais je ne me dissimulais point que cette victoire ne me valait pas seulement des lauriers. J'entendais encore bruisser autour de moi les murmures médisants, les soupirs jaloux. Certains voyaient en moi une favorite, une élue du caprice royal plutôt que du mérite. D'autres m'attendaient au tournant, espérant que mes œuvres ne fussent pas à la hauteur de l'honneur qui venait de m'être fait. C'est pourquoi, monsieur, je me devais de répondre à cette faveur éclatante par l'éclat de mon travail. Et pour ma réception, je soumis à l'Académie la paix, ramenant l'abondance, tableau où je mis tout mon art, toute mon âme, pour prouver que mon admission n'était pas un cadeau, mais bien la reconnaissance d'un talent mérité. L'histoire a su trancher, madame, et nul aujourd'hui ne conteste la place qui vous revient dans le panthéon des artistes. Mais il est vrai que la jalousie est souvent le prix du succès. Vous touchez là un mal éternel. Que de regards inamicaux, que de soupçons malveillants n'ai-je point attirés sur moi. Mais que m'importent ces murmures d'envie, lorsqu'il me reste le bonheur de peindre,
le privilège d'immortaliser les traits de ceux qui, en mon siècle, ont marqué leur temps. Et surtout, quelle plus belle revanche que de voir mes œuvres admirées, exposées, disputées dans les salons. Les années ont passé, et pourtant, les visages que j'ai peints vivent encore sous mon pinceau. La lumière danse toujours dans leurs regards, et les élégances de mon temps brillent à jamais sur mes toiles. Monsieur, il est des combats qui s'oublient, mais l'art, lui, demeure. Votre éclatante réussite au salon, bien qu'acclamée par un public enthousiaste, ne fut point exempte de ces pics et traits venimeux dont la jalousie aime à s'armer contre la gloire. Les couplets malins, les insinuations perfides, rien ne vous fut épargné. Quel fut votre sentiment lorsque vous vous vîtes ainsi la cible de tant de critiques et de médisances? Que la renommée a donc un prix amer. Il semble que plus la faveur du public vous sourit, plus elle attire l'aigreur et la perfidie de ceux qui n'ont su la conquérir. Il ne fut point suffisant que mes tableaux fussent regardés, admirés, commentés avec cette ferveur que l'on accorde aux révélations. Il fallut encore que l'on me soupçonnât de les devoir à tout autre qu'à moi-même, que mon triomphe passât pour le fruit d'un artifice, d'une faveur plutôt que d'un talent légitime. Voyez, monsieur, comme l'esprit du siècle, pourtant si prompt à célébrer le génie, se plaît encore à le rabaisser lorsqu'il s'incarne en une femme. Madame Labille Guillard, dont je ne saurais nier la maîtrise, fut, hélas, plus cruellement atteinte que moi par ces pamphlets scandaleux où l'on osa railler sa dignité de femme et d'épouse. Pour ma part, je ne fus qu'effleurée par des vers médiocres où l'on me reprochait une vanité prétendue et des couleurs, disait-on, infidèles. Ah, que ces auteurs, au demeurant sans talent, eussent mieux fait de s'en tenir à leurs plumes sèches plutôt que de prétendre juger les nuances de ma palette. Mais que pouvais-je attendre d'autre? Dès lors que l'on osa dire que le sceptre d'Apollon tombait en quenouille, il était évident que mon succès ne serait point supporté sans murmure. Que de fois n'ai-je pas entendu, avec une exclamation faussement admirative, « N'est-il pas vrai que Madame Lebrun est une femme étonnante ?» Et derrière ces louanges se dissimulait une ironie mordante, comme si mon sexe seul eût pu rendre improbable ma réussite. L'on dit cependant que votre succès au salon de cette année fut tel que votre nom s'imposa de lui-même dans toutes les conversations. Était-ce la seule excellence de vos œuvres ou bien la grâce de votre personne et de votre entourage qui contribua à cette célébrité soudaine? J'ai ouï dire que mon talent ne fut point seul à me précéder, mais que l'éclat de mon salon, la vivacité de mes cercles, l'agrément de mes soupers auraient autant servi ma renommée que mon pinceau. Que l'on daigne donc croire que, pour attirer chez moi les plus grands esprits et les plus nobles figures de notre siècle, il fallut que mon art fût d'abord jugé digne de leur estime. Les Polignac, les Vaudreuil, les Polastron, ces noms que l'on murmure avec tant d'admiration et peut-être d'envie, ne vinrent point chercher chez moi les frivolités de la cour, mais le plaisir d'une conversation libre et animée, où l'esprit régnait sans contrainte et où l'art trouvait une place naturelle. Que l'on m'accuse d'avoir su plaire à ceux qui font la mode, soit. Mais que l'on se souvienne aussi que ce n'est point la faveur d'un salon qui fait qu'un portrait, exposé au regard de tous, touche l'âme et la sensibilité de son spectateur. À ce salon, vos œuvres furent nombreuses et diverses. L'on y vit non seulement des portraits, mais encore des compositions mythologiques, dont l'une, dit-on, charma jusqu'au comte d'Artois. Comment fûtes-vous inspiré dans ces tableaux? Monsieur, il est des sujets que l'artiste choisit par inclination, et d'autres qui s'imposent à lui comme une évidence. J'avais déjà prouvé que mon pinceau savait rendre la grâce et la vivacité des traits humains. Il me fallait encore montrer que je pouvais illustrer les grandes scènes, où l'allégorie et la mythologie se rencontrent. Ainsi peignis-je Junon, venant emprunter la ceinture de Vénus, où la noble épouse du maître de l'Olympe s'avance avec une majesté éclatante pour se parer de ce gage d'amour. Peut-être même, en peignant Junon plus belle que Vénus, rendis-je un hommage à la vertu conjugale, ce que l'on ne manqua point de souligner. Le comte d'Artois, charmé par l'équilibre et l'harmonie de cette composition,
n'hésita point à en donner un prix que d'aucuns jugèrent prodigieux. Mais que dire, monsieur, du portrait de Sa Majesté qui provoqua tant de débats et de commérages? La reine, dans la simplicité d'une robe de mousseline, un chapeau de paille orné de rubans, s'y tenait dans une posture pleine de naturel et de grâce. Qu'il m'était doux de peindre ainsi celle dont j'avais tant reçu, dans une parure qui laissait éclore toute sa beauté sincère, loin des ornements pesants de la cour. Mais hélas, ce portrait, qui plut tant à mes yeux et à ceux de la souveraine, souleva un tollé dans certaines sphères. On osa dire que c'était outrage que de représenter une reine sous des atours si simples. Certains y virent un manquement à l'étiquette, d'autres une marque de légèreté. Que sais-je? Peut-être même une volonté de scandaliser? Que d'absurdité, monsieur! Ce fut dans l'affection et le respect les plus purs que je conçus cette image, et je suis convaincu que jamais la reine ne fut plus belle que dans cette blancheur candide qui la rendait si proche et si lointaine à la fois. Hélas, les rumeurs eurent raison de ce portrait, et il fallut que je lui donnasse une autre parure, un grand habit conforme aux convenances, afin que mon travail, sinon ma vision, fût épargné. Ainsi naquit le célèbre portrait à la rose, où la reine, parée avec plus de majesté, put enfin être montrée sans critique. Madame, vous avez vu votre talent reconnu au plus haut degré par le public du salon, et cependant vous n'avez point échappé aux traits de la malveillance. Les couplets venimeux, les médisances, tout semble s'être ligué contre vous et votre illustre consoeur, Madame Labille Guiard. Quel fut votre sentiment face à ces attaques injustes? Est-il donc un triomphe qui ne s'accompagne de l'aiguillon de l'envie? J'ai vu, en effet, courir dans Paris ces misérables pamphlets où l'on prétendait flétrir mon nom et celui de Madame Labille Guiard, cet artiste dont je ne saurais nier la science et l'application. Hélas, que n'osa-t-on pas dire sur elle et sur moi? À elle, l'outrage ignoble d'atteinte à sa vertu. À moi, l'accusation d'une arrogance que je ne connais point. Que m'importaient ces vers malhabiles et ces couplets où l'on prétendait que mes couleurs manquaient de fidélité? Ce ne fut point ma palette que l'on cherchait à ternir, mais bien la lumière dont la faveur du public m'entourait. Le sceptre d'Apollon semble tomber en quenouille, et c'est une femme qui emporte la palme, disaient les nouvellistes. Ah, monsieur, quelle injure, pour certains esprits, que de voir une femme triompher par son art. Et pourtant, votre succès fut éclatant, à en croire le tumulte que vos œuvres suscitèrent. L'on disait que votre nom était sur toutes les lèvres, et que l'on ne parlait dans les cercles, dans les soupers, que de vous. Monsieur, ce que vous dites est vrai, et je l'avoue avec émotion. Que de fois n'ai-je point entendu cette exclamation qui me parvenait de toutes parts? Avez-vous vu Madame Lebrun? Que pensez-vous de Madame Lebrun? Et l'on y répondait presque aussitôt. N'est-elle pas une femme étonnante? Ah, monsieur, l'on s'attache toujours à chercher quelque mystère derrière un succès. L'on ne pouvait croire que ce fût seulement mon pinceau qui eût conquis cette admiration. L'on supposa que mon nom était avant tout porté par les grâces de ma personne, par la faveur de la cour, par le lustre de mon salon où se réunissent artistes, gens d'esprit et hommes de qualité. Certes, je n'ai point dédaigné ces cercles où l'on échange avec vivacité les idées et les enthousiasmes. Mais croyez bien, monsieur, que ce ne sont point les soupers fins qui font la valeur d'un tableau. Madame, il est de ces salons où se fait l'histoire des esprits et des arts, et le vôtre semble avoir été l'un de ces lieux où l'intelligence et la grâce rivalisaient d'éclat. Ces soupers dont vous fûtes l'hôtesse attiraient, dit-on, les plus fins causeurs de Paris et bien des figures illustres de Versailles. Que vous inspirent ces souvenirs et quel charme particulier aviez-vous su donner à ces réunions? Ces soirées n'étaient point de ces assemblées compassées, où la règle dicte le mot d'esprit, et où l'on pèse chaque parole comme une monnaie de cour. Non, c'étaient des instants de liberté, où l'intelligence et la gaieté pouvaient s'épanouir sans contrainte, où l'on venait, non pour se conformer à l'étiquette, mais pour goûter la douceur d'un moment où l'âme se délasse et se ranime tout à la fois. Mon appartement de la rue de Cléry n'avait rien de bien somptueux, et pourtant, que de rires, que d'élan, y trouvèrent un refuge. Nous nous réunissions dans cette chambre à coucher qui, faute d'un vaste salon, servait à la fois de lieu d'accueil
et de centre d'animation. Les murs, ornés de Rubens et de Van Dyck, témoignaient de ma passion pour la peinture, mais c'était la conversation, cette musique invisible, qui donnait au lieu toute sa vie. Le plaisir d'accueillir ces brillants esprits, cette effervescence des idées qui circulaient librement d'un bout à l'autre de la pièce, voilà ce qui donnait tant de charme à ces soupers. L'on y trouvait l'érudition des hommes de lettres, l'élégance de la cour, le talent des artistes, et au milieu de tout cela, un abandon joyeux, une simplicité exquise qui faisait oublier les contraintes du monde. Il est dit que votre salon voyait se croiser les esprits les plus fins de votre temps et que les conversations y étaient d'un éclat incomparable. Quels étaient ceux dont la présence illuminait ces soirées? Que ne pourrais-je vous dire des compagnons fidèles qui faisaient de ces soupers des enchantements? Il y avait l'infatigable Monsieur de Vaudreuil, toujours porteur d'une anecdote savoureuse, qu'il allait cueillir aux quatre coins de Paris pour la rapporter au cercle de la reine. Le chevalier de Boufflers, dont les vers couraient de bouche en bouche, avant même d'être écrits, savait allier la malice à l'élégance, tandis que le vicomte de Ségur improvisait des mots d'esprit qui faisaient éclater la salle de rire. Et puis, il y avait ces hommes que la postérité révère, et qui, alors, se mêlaient avec une aisance charmante à notre petite société. L'abbé de Lille, ce distrait adorable, qui déclamait ses vers avec une grâce telle qu'on croyait entendre une mélodie. Et Couchard Lebrun, tout en feu et en emphase, se proclamant Pindare et enflammant l'auditoire de ses odes. Chamfort, dont l'esprit aigu brillait comme une lame, mais dont les sarcasmes savaient parfois glacer les plus joyeux. Mais que serait un cercle d'esprit sans la présence de femmes exquises, dont le charme et la finesse étaient le véritable éclat de ces réunions? Mes chers amis, Madame de Verdun, Madame le Couteul du Mollet, la marquise de Grelier, la marquise de Sabran. Ah, cette dernière, dont la tendresse pour Monsieur de Boufflers s'acheva en un mariage, savait charmer son entourage par cette douceur piquante qui est le propre de celles qui ont su conquérir un cœur sans jamais le brusquer. Vous étiez, madame, non seulement la maîtresse de maison, mais encore la muse de ce cercle. L'on y récitait des vers en votre honneur, et votre frère lui-même, que vous avez introduit dans le monde, vous rendit hommage dans sa célèbre épître à ma sœur. Quel sentiment vous inspire cette célébration de votre art et de votre personne? Ah, monsieur, que vous me comblez d'émotion en évoquant ces vers. Ils furent lus devant mes amis avec une admiration sincère, et je revois encore leurs yeux pétiller de joie en les écoutant. Mon frère, ce causeur si habile, ce rimeur spirituel que j'ai vu s'élever grâce à mes efforts, sut, en cette épître, exprimer avec une délicatesse exquise ce que je n'aurais osé dire moi-même. Que pouvais-je espérer de plus beau, sinon que l'on reconnût que mon pinceau ne fut pas qu'un simple outil, mais bien le prolongement d'une âme sensible, que l'on sentit à travers mes tableaux que j'avais su allier à l'art la tendresse et l'émotion. Et au-delà de ces hommages, qu'étaient en ces soupers eux-mêmes, ces repas autour desquels tant d'esprits se réunissaient, quelle en était l'atmosphère? Rien de plus simple, rien de plus naturel. Et pourtant, quelle légèreté, quelle joie s'en dégageait. Un souper modeste, ou une volaille, un poisson, quelques légumes et une salade suffisaient à nourrir la conversation. Bien plus que l'appétit. Parfois, je me laissais aller à retenir plus d'invités que ma table ne pouvait en contenir, et l'on se retrouvait à court de mets. Mais qu'importe, monsieur, l'on était heureux, l'on était en verve, et l'esprit nourrissait mieux que tous les plats du monde. Vers 9 heures, l'on se retrouvait, et bientôt, la conversation éclatait en mille éclairs d'intelligence et de gaieté. À 10 heures, l'on passait au souper, qui n'était qu'un prétexte à de nouvelles effusions d'esprit. Et lorsque minuit sonnait, chacun se retirait, le cœur plus léger, l'âme enrichie d'un éclat de bonheur. Monsieur, ces heures passaient comme des minutes, et, si aujourd'hui mon pinceau immortalise des visages, ces soirées, elles, restent gravées dans ma mémoire comme les plus belles œuvres de ma vie. Madame,
Votre salon ne fut point seulement le sanctuaire de l'esprit et des arts de la conversation, mais encore celui de la musique, et l'on dit que vous y offriez les plus beaux concerts de Paris. Est-il vrai que les plus grands musiciens de votre temps vinrent jouer sous votre toit? Si mes pinceaux m'ont valu l'amitié des grands et des princes, ma passion pour la musique m'a offert des plaisirs d'une toute autre nature, plus intimes, plus enivrants. Il me semble encore entendre ces accords célestes, ces voix qui faisaient vibrer mon âme, ces instruments dont les sons éveillaient en moi 1000 émotions. Mon cher Grétry, ce génie aimable et si spirituel fut sans doute l'un des hôtes les plus assidus de mon modeste salon. Avec quelle grâce il m'apportait les premières notes de ses opéras, impatient de nous en faire goûter les beautés avant même qu'elles n'aient charmé tout Paris. Sacchini, Martini, tous deux d'un talent si noble et si pur, venaient aussi partager leur composition. Et ce n'était point là de simples écoutes, mais de véritables fêtes de l'âme. Et que dire des interprètes qui nous honoraient de leur art? Madame Todi, cette voix divine qui semblait effleurer les cieux. Garay, Azevedo, Bichet, tous possédaient ce feu sacré qui transforme le chant en enchantement. Je me hasardais parfois à joindre ma voix à ces duos sublimes, bien modeste voix, sans études, mais que Grétry, toujours galant, qualifiait de son argenté. Ah, monsieur, que de douceur dans de tels éloges, surtout lorsque l'on sait combien il venait d'un cœur sincère. Vous receviez également les plus grands instrumentistes de votre siècle. On raconte que l'on venait de toute la ville, parfois même à se presser jusqu'au sol pour entendre ces virtuoses. Quelle effervescence régnait en ces instants! Viotti, ce violoniste prodige dont l'archet semblait doué d'une âme propre, jouait avec une expression si poignante que l'on en oubliait de respirer. Salentin, au hautbois, faisait naître des mélodies d'une tendresse infinie, tandis que Hulmandel et Kramer au pianoforte, Janson et Duport à la basse, le beau marin à la harpe, mêlaient leurs talents dans une parfaite harmonie. Mais quelle surprise ce fut, monsieur, lorsque, un soir, l'on vit entrer le prince Henri de Prusse lui-même. Ce frère du grand Frédéric, que l'Europe entière admirait, s'avança, mesurant du regard l'assemblée d'un œil malicieux, et, sans cérémonie, s'assit au pupitre pour se joindre aux musiciens. Sa fougue l'animait bien plus que la justesse de son jeu, mais qu'importait. L'on admirait en lui ce feu qui, dans la musique, le transportait bien au-delà de son talent réel. Et voyez-vous, monsieur, quelle preuve que l'art élève tous les rangs. Les chaises manquaient, la pièce était trop étroite, et pourtant, l'on vit de nobles seigneurs s'asseoir à terre, sans souci de l'étiquette, tant l'enchantement de la musique abolissait toute distinction. Ah, comme il est doux de voir les âmes se rencontrer dans la beauté d'un instant suspendu. Madame, dans ces cercles où l'art régnait, vous étiez traité non seulement en peintre de renom, mais encore en ami. Votre familiarité avec les plus grandes dames de la cour semble vous avoir paru toute naturelle. Étiez-vous consciente de ce privilège que vous accordait votre talent? Monsieur, j'ai toujours pensé que le véritable talent ne s'encombre point de barrières. Ces femmes illustres que j'eus l'honneur de peindre, je les connus avant tout par l'intimité que permettait l'atelier, où le temps d'un portrait ouvrait la porte à la confidence et à la confiance. Je n'ai jamais songé que j'étais de condition moindre, car en ce siècle où les esprits s'éveillent à de nouvelles idées, l'art et l'intelligence se font passeport dans toutes les sociétés. Certes, l'on a parfois voulu voir en moi quelques prétentions, et Madame de Boigne, avec la verve un peu acide de sa jeunesse, me jugea à Rome avec une sévérité dont je ne puis lui tenir rigueur. Que voulez-vous? On me disait précieuse, on me trouvait coquette. Eh bien, monsieur, puis-je en être blâmée? Si l'on veut bien me pardonner ces minauderies dont l'habitude de plaire m'a fait une seconde nature, n'est-il pas plus agréable d'entendre les louanges de sa personne autant que celles de son talent? Il semble, madame, que de toutes les admirations que l'on vous porta, celle du comte de Vaudreuil tint une place bien particulière dans votre cœur. Ah, le comte de Vaudreuil! Si vous saviez combien il était charmant, combien son esprit était subtil, combien sa conversation était un art en soi. Ce grand seigneur, dont le maintien respirait tant d'élégance,
savait écouter avec cette grâce exquise qui fait croire que chaque mot prononcé en sa présence devient plus fin, plus noble, plus digne d'être dit. Il parlait peu, mais ce peu valait 1000 discours. Lorsque son regard s'illuminait d'un sourire obligeant, on se sentait tout à coup plus spirituel, plus important, comme si sa seule écoute nous rendait meilleurs. Et que dire de son amitié, si sincère, si pleine de dévouement. Je l'ai vu maintes fois défendre ceux qu'il aimait avec cette ferveur qui ne se feint point. Pour moi, il fut ce chevalier courtois, ce protecteur attentif, qui savait parsemer ses conversations de ces fines galanteries que seul un homme de sa qualité pouvait dispenser avec autant de naturel. Je voulus le peindre, mais hélas, monsieur, comment rendre sur la toile cette vivacité d'esprit, cette élégance qui n'appartenait ni pas seulement à ses traits, mais à son être tout entier? Son visage, délicat et presque efféminé, ne traduisait pas toute la noblesse de son âme. Drouet, peut-être, l'avait mieux saisi que moi. Mais qu'importe la peinture, quand les souvenirs, eux, restent intacts? Ainsi, madame, vous ne vous êtes jamais laissé griser par les hommages et les succès? Non, je fus sensible aux flatteries, comme toute femme qui aime plaire, mais je ne m'y laissai point aveugler. Car que sont les honneurs sans le travail? Que vaut l'admiration passagère, si elle n'est point soutenue par le mérite? J'ai toujours su que mon nom ne survivrait qu'à travers mes tableaux, et non dans les soupers brillants, ni les conversations enfiévrées. Ainsi, si mes pinceaux ont su capter la beauté de mon siècle, si mes portraits témoignent de cette grâce que j'ai tant aimé à peindre, alors oui, monsieur, je puis dire que ma vie ne fut pas vaine. Madame, votre existence fut ponctuée d'instants de grâce et de félicité, où l'art, l'esprit et l'amitié semblaient se donner rendez-vous. Parmi ces lieux enchantés où vous laissâtes le souvenir d'une reine de l'élégance et du bon goût, Gennevilliers tint une place particulière. Que vous inspire aujourd'hui le souvenir de cette demeure, de plaisir et de lumière, où M. de Vaudreuil excellait à rendre chaque instant magique? Ah, monsieur, que de délices m'évoque ce nom de Gennevilliers! Tout y respirait la douceur de vivre, le goût exquis d'un maître de maison qui semblait n'avoir d'autre ambition que celle de charmer ses hôtes. Monsieur de Vaudreuil, cet homme si fin, si rempli d'esprit, avait conçu cette retraite comme un véritable temple des arts et des plaisirs. Que de journées exquises, que de soirées enchanteresses avons-nous passées sous ce toit? Il n'était point seulement question de chasse ou de promenade dans ces jardins admirablement dessinés. Le maître des lieux avait pris soin de doter sa demeure d'une jolie salle de comédie où l'on donnait des spectacles dignes des plus brillants salons de Paris. Moi-même, monsieur, je me laissais tenter par le plaisir de la scène. Ah, quelle étrange émotion que celle de paraître devant un public d'amis et d'illustres figures. J'eus l'honneur d'interpréter Rose et Colas aux côtés de Garat, sous le regard du comte d'Artois et de toute sa société. Mais que de frissons, monsieur, lorsque, sans en avoir été prévenu, je vis ce grand monde s'installer. La peur m'envahit au point que je faillis renoncer. Seule la crainte de décevoir mes compagnons de jeu me donna le courage de paraître en scène. Mais voyez comme la grâce d'un prince peut dissiper les craintes d'une femme. Monsieur le comte d'Artois, dont la bienveillance n'avait d'égal que son élégance, vint à nous entre les actes, nous couvrant de compliments, nous encourageant avec tant de chaleur que bientôt, la timidité céda la place à l'enchantement du jeu. M. de Vaudreuil avait cette réputation d'homme du monde accompli, dont l'intelligence et le raffinement faisèrent de chaque instant passé en sa compagnie un véritable divertissement. Certains ont même dit qu'il tenait plus du magicien que du simple hôte. Il était un enchanteur, comme le célébra si bien mon frère dans ce poème inspiré « L'enchanteur et la fée ». Nul mieux que lui ne savait embellir le moindre séjour, varier les plaisirs, inventer des surprises qui rendaient chaque visite inoubliable. Il semblait avoir ce don unique de créer autour de lui un monde où la grâce et la légèreté dominaient tout. Que l'on joue la comédie, que l'on entende un quatuor dans un salon parfumé de fleurs, ou que l'on dîne sous les frondaisons d'un bosquet délicatement éclairé, tout était charme, tout était art, tout était fête. J'ai connu bien des hommes d'esprit, monsieur, mais peu avaient, comme monsieur de Vaudreuil, ce talent de faire croire que le bonheur était un art à part entière. Vous fréquentiez également d'autres cercles,
et l'on dit que votre présence illuminait les plus belles maisons de Paris. Comment décririez-vous ces salons où la musique et l'intelligence se donnèrent libre cours? Paris regorgeait de lieux où le goût et la conversation se disputaient la prééminence. L'hôtel de Madame de la Reynière, aux Champs-Élysées, était l'un des plus brillants. C'est là que je nouais cette amitié sincère avec la comtesse de Ségur, dans un cadre où les arts et la musique étaient à l'honneur. Mais il n'était point besoin d'être né dans la noblesse pour avoir le goût de la beauté et du plaisir. Voyez Beaujon, ce grand financier qui, bien que cloué dans son fauteuil, ouvrait les portes de son Élysée Bourbon à ceux qui savaient goûter les chefs-d'œuvre qu'il y accumulait. Voyez Boutin, dont la munificence était aussi vaste que son goût. Ah, ces soupers du jeudi, monsieur, quelle atmosphère intime et délicieuse! Nous n'étions qu'une douzaine autour de la table, et pourtant, que d'esprit, que d'abandon dans ces conversations où l'on oubliait tout, sauf le plaisir d'être ensemble. Il semble que, même aux heures les plus sombres de l'histoire, ces traditions d'amitié et de fidélité ne se soient point éteintes. Que de regrets, que de soupirs en songeant à ce qui fut et ne sera plus. Lorsque la tempête révolutionnaire s'abattit sur nous, il ne resta bientôt que les souvenirs et une poignée d'amis fidèles qui, malgré l'exil ou la terreur, conservèrent la mémoire des jours heureux. Tivoli, ce cher Tivoli, fut le dernier refuge de nos plaisirs. Même lorsque l'ombre de la Révolution s'étendait sur Paris, l'on y portait chaque jeudi la santé des absents, de M. de Vaudreuil, de moi-même, de tous ceux qui, pour avoir trop goûté à la douceur de vivre, devaient à présent en être privés. Mais hélas, monsieur, l'histoire est cruelle aux magiciens. Le nom de Vaudreuil, autrefois synonyme d'enchantement, dut céder la place à l'oubli. Et Boutin, ce généreux amphitryon, ne put éviter l'échafaud. Les jardins, les palais, les rires s'évanouirent. Ne me reste-t-il que la cendre de ces souvenirs? Non, monsieur, car tant qu'il me sera permis de tenir un pinceau, tant qu'il me sera donné de fixer sur la toile les traits de ces temps disparus, je saurai que tout n'est pas perdu. Car l'art, monsieur, est le seul refuge où la mémoire se fait immortelle. Madame, vos étés se passaient dans ces retraites enchantées où la beauté de la nature semblait répondre à l'élégance de votre art et à la finesse de vos amitiés. Mortefontaine, le Moulin Joli, ces lieux idylliques où l'esprit trouvait à la fois le loisir et l'inspiration. Quels souvenirs gardez-vous de ces séjours où vous étiez entouré des plus brillants esprits de votre siècle? Si vous saviez comme mon âme se repose encore, à l'évocation de ces jours heureux, dans ces paysages où la nature se faisait complice de l'art et de la conversation. Mortefontaine, avec ses vastes parcs et ses promenades sur le lac, était ce refuge où nous pouvions fuir l'agitation du monde sans renoncer au plaisir de l'esprit. Le maître des lieux, monsieur le pelletier, était d'un ridicule accompli, et j'avoue que son teint blafard recouvert de rouge, sa perruque prétentieuse et ses airs d'homme à bonne fortune nous donnaient, à mes amis et à moi, de fréquents sujets d'amusement. Mais qu'importaient ces travers, puisque la vraie beauté de Mortefontaine résidait dans ses bois, dans le chant de ses rossignols, qui inspirèrent même mon frère Lebrun, ce poète toujours prêt à mêler la nature à ses vers. Mais, monsieur, si Mortefontaine était charmante, que dire du Moulin Joli? Ah, ce lieu était un véritable Élysée. Voyez-vous, il est des endroits où l'âme se sent plus légère, où chaque ombre de feuillage, chaque reflet d'eau semble murmurer des secrets doux et profonds. Je me souviens encore des grandes allées ombragées, de ces saules majestueux sous lesquels l'on rêvait en silence des heures entières. Et quel hôte nous y recevait! Watelet, ce grand connaisseur des arts, ce philosophe riant, savait créer autour de lui un cercle d'élite où l'on parlait peinture, poésie, musique avec une simplicité exquise. À ses côtés, Marguerite Lecomte, cette femme d'esprit si rare, cet artiste célébré par les académies d'Italie, ajoutait encore au charme du lieu. Ah, monsieur, que de conversations délicieuses, que de souvenirs enrichissants me laissaient ces rencontres.
Mais après ces jours de sérénité, venait toujours l'épreuve du salon, et il semble que celui de 1785 fut marqué par une rivalité plus vive que jamais. La presse ne cessa d'opposer votre talent à celui de Madame Labille Guillard. La faveur du public est une maîtresse capricieuse, et chaque exposition est une bataille où l'artiste doit prouver, encore et encore, qu'il est digne des applaudissements qu'il a reçus. Certes, on me célébrait pour la richesse et l'éclat de mes couleurs, pour la grâce de mes poses et le goût exquis de mes compositions. Mais l'on encensait également Madame Labille Guillard, et l'on se plaisait à nous comparer, comme si l'art devait nécessairement se diviser en écoles rivales. Moi, Vénus, disait-on, et elle, Diane. Ah, monsieur, qu'importe la divinité, pourvu que l'on reconnaisse l'inspiration. Je ne puis nier, cependant, que son autoportrait avec ses élèves était d'un grand effet. Il séduisit la foule par sa noble simplicité, par la fermeté de sa touche, et ses amis ne manquèrent pas de proclamer qu'enfin, la vraie gloire était sienne. Cette rivalité entre femmes artistes ne manqua pas de soulever bien des débats. Certains s'étonnaient même de voir tant de talents féminins éclore à la lumière du salon. Hélas, monsieur, il est des esprits étroits qui voient dans l'art une audace, dans le talent une imprudence, et dans le succès, presque un scandale. N'entendez-vous pas ces rigoristes s'épouvanter qu'une femme ose tenir un pinceau avec autant de force qu'un homme? Ils redoutent que la peinture ne soit qu'un chemin détourné vers le libertinage. Quelle absurdité, monsieur! Pidança de Maille-Robert, cet homme pourtant si raisonnable, en vint à supplier que l'on fît grâce aux Minerves du siècle. Il concédait bien que nous pouvions régner dans les arts légers, dans tout ce qui touche aux grâces et à l'enjouement, mais que notre ambition ne nous pousse pas plus loin. Quelle injustice, monsieur! Croyez-vous qu'un pinceau sache distinguer la main qui le tient? L'inspiration connaît-elle un sexe? L'émotion a-t-elle des frontières? Mais malgré ces critiques, madame, votre nom ne cessait de rayonner. L'on entendait partout, au salon comme dans les cafés, que vous surpassiez Roselin, Duplessis, Vestier. J'entendais ces exclamations. Madame Lebrun triomphe, Madame Lebrun écrase ses rivaux. Mais je n'y trouvais qu'un plaisir mêlé d'inquiétude. Car si l'on vous élève trop haut, que reste-t-il ensuite, sinon la chute? Voyez-vous, je ne voulais point qu'on me comparât sans cesse à mes confrères, ni que l'on criât victoire en mon nom. Car l'art n'est point un duel, mais une harmonie, une symphonie où chaque talent a sa place, sans que l'un doive effacer l'autre. Madame Labille Guillard, en vérité, méritait bien des louanges, et je n'en fus point jalouse. Son pinceau avait une fermeté, une clarté, une science qui faisait honneur à notre siècle. Je ne la voyais pas comme une adversaire, mais comme une autre étoile brillant dans le même ciel que moi. Si vous deviez résumer cette époque, si riche pour vous en triomphe comme en épreuve, que diriez-vous? Je dirais, monsieur, que jamais l'art ne fut plus vivant, plus vibrant, plus passionné. Nous étions des âmes avides de beauté, d'expression, de lumière. Le monde changeait, la cour se fissurait, des idées nouvelles soufflaient sur la société, et nous, artistes, étions là pour en capter l'essence, pour en fixer les reflets avant qu'ils ne s'évanouissent. Mon talent m'a ouvert bien des portes, il m'a placé au cœur des cercles les plus illustres, et pourtant, que m'importaient les honneurs s'ils ne me laissaient pas le loisir de m'abandonner à la nature, à la musique, à ces amitiés précieuses qui donnent à la vie tout son éclat. Si le siècle s'apprête à basculer dans une tempête dont nul ne mesure encore l'ampleur, alors qu'au moins, il reste de nous ces toiles, ces visages, ces instants de lumière, où nous avons voulu saisir, dans un soupir de pinceau, l'éternité de la grâce et du bonheur. Madame, l'on dit que votre exposition de 1785 fut marquée par un éclat particulier, non seulement par la grâce et l'habileté de votre pinceau, mais encore par la manière dont vos modèles captèrent l'air du temps. On s'émerveillait de ces femmes que vous avez su rendre à la fois souveraines et mutines, éclatantes et naturelles. Quel souvenir gardez-vous de ces portraits qui firent tant parler Paris? Quelle année ce fut! Comme à chaque salon, l'attente était fébrile, les regards curieux, les jugements impitoyables. Mais que pouvais-je craindre, moi qui avais pour moi ces charmantes créatures, ces beautés radieuses,
ces figures qui semblaient faites pour l'art et la lumière. Voyez-vous, chaque femme que j'ai peinte en cette saison fut une révélation. Elle ne souhaitait point être simplement immortalisée, elle voulait être admirée, être célébrée, être enviée. Et moi, monsieur, que pouvais-je faire sinon exaucer ce vœu avec tout le talent dont j'étais capable? Prenez la comtesse de Clermont-Tonnerre, par exemple, qui choisit d'être représentée en sultane. Ah, quelle allure! Drapée dans une étoffe jaune, son turban perlé retenant de longues mèches sombres, elle jouait avec un fil de perles comme on joue avec le regard des hommes. Elle était fière dans sa nonchalance, altière jusque dans son abandon. Et cette duchesse de Caderousse-Gramont, cette merveilleuse vendangeuse qui pressait entre ses doigts de lourds raisins, tandis que ses cheveux d'un noir d'ébène retombaient en boucles naturelles. Quelle fraîcheur! Quelle nouveauté! Il fallait oser, monsieur, peindre une duchesse en simple villageoise, mêlant dans son costume la rustique simplicité et le raffinement de la mode. Mais il semble que cette audace alla au-delà du seul tableau. On raconte que votre portrait de la duchesse inspira une mode nouvelle, que même la reine voulut voir de ses propres yeux. Vous êtes bien informé. En effet, je ne pouvais souffrir cette poudre dont on affublait les cheveux des dames de la cour. Elle figeait leur grâce, ternissait leur éclat naturel. Aussi, lorsque la duchesse vint poser, je l'en priais. « Gardez vos cheveux libres, madame, qu'ils respirent, qu'ils vivent !» Et elle s'exécuta. Ce qui devait rester une fantaisie de peintre devint bientôt une mode. Après nos séances, la duchesse allait ainsi au spectacle, refusant de remettre la poudre. On la regarda, on l'admira, et bien sûr, on l'imita. Bientôt, tout Paris voulut avoir ses boucles irrégulières et ce naturel étudié. La reine elle-même, charmée par cette nouveauté, demanda à voir la duchesse dans cette tenue champêtre. On la fit venir à Trianon, où elle parut vêtue comme sur mon portrait, dans ce décor champêtre que Sa Majesté affectionnait tant. Imaginez, monsieur, cette scène. Sous les charmilles fleuries, parmi les rires de la cour, cette beauté en jupon rouge et corsage noir, les mains encore pleines de raisins. On aurait cru une pastorale vivante. Il n'en fallut pas davantage pour que la petite littérature s'en empare. On trouve même des vers dédiés à ce tableau, célébrant la comtesse de Caderousse sous les traits d'une bergère enchanteresse. Ah, ces poètes, monsieur! Toujours prêts à parer d'alexandrin ce que la mode consacre en un instant. Mais n'est-ce pas là le charme de notre siècle? Chaque détail, chaque nuance devient prétexte à l'émerveillement. Voyez ces vers légers. Quelle est cette bergère au teint si délicat, à l'œil fripon, à la bouche mutine? Un corset noir peint sa taille enfantine, et son jupon de pourpre en relève l'éclat. Tout y est, l'ingénuité feinte, la coquetterie assumée, cette touche d'innocence qui n'en est pas une. Et plus encore, cette transfiguration où l'on devine une duchesse sous les habits d'une villageoise, et où la cour se pâme devant l'illusion. Mais, en cette année 1785, votre rivalité avec Madame Labille Guillard s'intensifie. La critique ne manque pas de comparer vos styles, votre succès éclatant au triomphe plus académique de votre consoeur. Comme si l'art devait être une bataille, et non un éclat aux 1000 reflets. Il est vrai que Madame Labille Guillard exposa cette année-là un tableau d'une noble majesté. Son autoportrait avec ses élèves fut très remarqué. C'était une composition d'une grande rigueur, où l'on sentait l'empreinte d'une étude approfondie, une fermeté dans le trait qui imposait le respect. Et l'on disait « Madame Lebrun est la Vénus, Madame Guillard est la Diane ». Moi, dans la grâce et la séduction, elle, dans la force et la maîtrise. Mais monsieur, pourquoi faudrait-il choisir? Ne puis-je célébrer la féminité dans toute sa lumière, tandis qu'elle en dessine la noblesse austère? Il est vrai que la critique, tout en dressant ses parallèles, reconnaissait à chacune son mérite propre. Certains allaient jusqu'à dire que vous surpassiez Roselin, Duplessis, Vestier. Peut-être trop. Car si j'aimais entendre ces louanges, je savais aussi qu'elles m'attiraient bien des inimitiés. Être acclamé, c'est s'exposer à ceux qui, dans l'ombre, rêvent de voir votre étoile pâlir. Mais ce que je retiens, monsieur, ce ne sont point ces rivalités, ces comparaisons ou ces éloges. Ce sont les regards émerveillés de ces femmes qui, en se découvrant sur la toile,
se reconnaissait plus belle qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce sont ces instants où l'art triomphe du temps, où la grâce devient immortelle sous mes pinceaux. Car à quoi bon la gloire si elle ne fige pas l'éclat d'un sourire, la douceur d'un regard, la lumière d'un instant fugace? Voilà ce que je voulais offrir à celles qui m'ont fait confiance. Ainsi, madame, au-delà des triomphes et des jalousies, c'est bien cela que vous retenez? Oui, monsieur. Car si mes rivales ont disputé mes succès, si la critique a scruté mes moindres traits de pinceau, il n'en demeure pas moins une vérité immuable. Mes portraits vivent. Ils vivent dans la mémoire de celles qui les ont inspirés. Ils vivent dans le regard de ceux qui les contemplent encore. Et tant que l'on s'arrêtera devant l'un d'eux en murmurant que cette femme est belle, alors, monsieur, je saurai que j'ai gagné la seule bataille qui importe vraiment. Madame, le salon de 1785 vous apporta de nouveaux triomphes, mais aussi de cruelles attaques. Si vos portraits de dames de la cour captivaient par leur éclat et leur vivacité, celui du ministre Calonne suscita des éloges et des calomnies. Comment avez-vous vécu ce tumulte qui mêlait admiration et jalousie? L'art est une carrière semée de roses et d'épines. L'on vous encense un jour, et le lendemain l'on cherche à vous briser. Ce portrait de Monsieur de Calonne, je l'avais conçu avec tout le soin, toute la noblesse que demandait un homme en charge des destinées du royaume. Il y avait en lui cette aisance, ce sourire éclatant, cette verve qui le rendait si populaire à la cour et dans le monde. Je voulais rendre cet éclat, cette assurance, ce charme persuasif qui lui ouvrait tant de portes. Hélas, il semble que mon pinceau est trop bien réussi, car si l'on loua la vérité de ma touche, si l'on admira la richesse de la composition, il ne fallut pas longtemps pour que des esprits malveillants y cherchent autre chose qu'un simple chef-d'œuvre de portraitiste. Vous faites allusion aux insinuations perfides dont on vous accabla et qui, bien loin de s'en tenir au domaine artistique, osèrent porter atteinte à votre honneur. Ah, monsieur, quelle douleur que celle d'être la cible de la calomnie! Dès l'ouverture du salon, des pamphlets perfides circulèrent, des méchancetés furent chuchotées dans les alcôves, des insinuations s'insinuèrent dans les esprits jaloux. On osa dire que ce portrait était le fruit non seulement de mon talent, mais d'une faveur toute particulière que j'aurais accordée à mon modèle. Que m'importaient ces paroles, dites-vous? Ah, monsieur, elles ne sont rien pour une femme de peu, mais pour une femme d'honneur. Elles sont un poison qui s'insinue dans l'âme et ronge la paix du cœur. J'appris que dans les allées du Louvre, l'on murmurait que j'étais la maîtresse de ce ministre, que mes pinceaux avaient su conquérir ses faveurs autant que sa bourse, que mes toiles étaient le prix d'un commerce moins noble que l'art. Un nommé Gorsas, un de ces écrivains sans vergogne qui se repaissent de la boue qu'ils lancent aux âmes pures, s'acharna à vomir contre moi les plus odieuses accusations. Monsieur, je ne l'avais jamais vu, jamais parlé, et pourtant, il s'acharnait à faire de moi une courtisane de la peinture, une intrigante du portrait. Cette rumeur vous poursuivit longtemps, jusqu'à, dit-on, jeter une ombre sur votre propre famille. Hélas, oui, monsieur. Ces racontards, nés de l'envie et du fiel, ne se contentèrent pas de me blesser. Ils s'insinuèrent jusque dans les esprits de ceux que j'aimais. Lorsque vint l'orage de la Révolution, ces calomnies me valurent des inimitiés sourdes, des méfiances cruelles. On me regardait avec un soupçon nouveau, comme si, à travers mes portraits, j'avais servi la frivolité d'un régime condamné. Et plus tard, bien plus tard, je sus que même ma propre fille, celle qui devait être mon refuge et mon amour, entendit ces mensonges. Qu'elle put croire, ne serait-ce qu'un instant, à ces infamies. Ah, monsieur, vous ne saurez jamais combien ce fut pour moi un poignard enfoncé dans le cœur. Vous avez répondu à ces accusations avec force, mais aussi avec une ironie que l'on vous connaît peu. Que pouvais-je faire, monsieur, sinon opposer la vérité à l'absurde? On me disait éprise de monsieur de Calonne. Mais comment aurait-il pu me plaire? Je n'ai jamais pu souffrir les perruques, et il en portait une. Ah, ces perruques poudrées, figées, qui écrasaient toute expression, tout naturel. Non, monsieur, je n'aurais jamais pu aimer un homme qui portait perruque, pas plus que je n'aurais pu aimer un portrait sans âme et sans lumière. Et puis, devrais-je rappeler que je ne vis ce ministre chez lui qu'une seule fois,
Il donnait une réception au prince de Prusse, et comme ce dernier était un de mes fidèles visiteurs, je fus conviée. Ce fut là ma seule visite, et sans mes pinceaux, sans mon art, sans autre ambition que celle de passer une agréable soirée. Mon portrait, je le peignis dans mon atelier, rue de Cléry. Le ministre n'avait que peu de temps à m'accorder, tant étaient grandes ses occupations. Je dus achever son image de mémoire, sans même pouvoir prendre ses mains pour modèle, tant ses visites étaient rares. Mais la critique ne se contenta pas de ces attaques personnelles. On s'en prit aussi à votre bacchante, jugeant que vous n'étiez pas à votre place dans la peinture d'histoire. Toujours cette éternelle querelle. Les femmes ne devraient-elles peindre que des fleurs et des rubans? On trouva ma bacchante trop molle, ses chairs trop exsangues, ses genoux mal tournés. Et surtout, on osa dire que dès qu'une femme s'aventurait hors des portraits, elle perdait la carte, qu'elle était une voyageuse égarée dans les terres de l'histoire. Quelle absurdité, monsieur! Ne nous laisse-t-on donc que le miroir des coquettes et l'élégance des salons? Sommes-nous condamnés à ne voir dans la peinture que la parure des belles dames et non le souffle des légendes antiques? Mais soit, je n'ai jamais prétendu être David ni Poussin. Mon art est celui du regard, du mouvement, de l'instant saisi. Si ma bacchante ne fut pas comprise, mes portraits, eux, vivaient, respiraient, charmaient. Et cela, monsieur, nul ne pourra jamais me le retirer. Ainsi, madame, au-delà des triomphes et des calomnies, vous continuez à croire en votre talent, en votre place dans l'art. Que puis-je faire d'autre, monsieur? L'art est mon refuge, mon langage, ma vérité. Que l'on m'attaque, que l'on me loue, peu importe. Tant que mes toiles parleront pour moi, tant qu'un regard s'arrêtera devant un de mes portraits et murmurera « Quelle vie dans ses yeux !» Alors, monsieur, je saurai que mon œuvre m'a rendu immortelle. Et n'est-ce pas, après tout, la seule victoire qui vaille? Il semble que la Révolution n'ait fait qu'amplifier ces calomnies. Oui, et avec quelle férocité! Je devins non seulement la prétendue maîtresse de Calonne, mais une conspiratrice, une ennemie du peuple, une traîtresse réfugiée à l'étranger. Mon nom, que j'avais tant travaillé à élever dans le domaine des arts, fut traîné dans la boue politique. On prétendit que Calonne m'avait offert des terres, et même que je fus la propriétaire secrète du Moulin Joly. Quelle absurdité! Je dus en appeler publiquement aux journaux, faire publier un démenti dans le journal de Paris, nier en bloc ces absurdes imputations. Non, messieurs, je ne suis point la propriétaire du Moulin Joly, cette ravissante demeure que l'on m'attribue. Mais que vaut la vérité, quand le mensonge est plus séduisant? À travers tant d'épreuves, vous avez pourtant trouvé quelques âmes généreuses, prêtes à vous défendre. Oui, monsieur, et ce fut mon plus doux réconfort. Le chevalier Lebrun, ce tendre ami, composa pour moi ces vers où il me nomme la Rosalba de notre âge, et où il proclame que l'envie ne s'acharne qu'au plus grand talent. Cher Lebrun, la gloire a ses orages. L'envie est là qui guette le talent. Tout ce qui plaît, tout mérite excellent, doit de ce monstre essuyer les outrages. Ah, monsieur, ces mots furent un baume sur mes plaies, car en eux, je trouvais la preuve que tous n'étaient point dupes des bruits malveillants, que certains continuaient de voir en moi l'artiste, et non l'intrigante. Malgré tout cela, vous êtes resté fidèle à votre art, poursuivant votre œuvre avec la même ferveur. Que pouvais-je faire d'autre, monsieur? La calomnie passe, mais l'art demeure. L'injustice blesse, mais la beauté console. J'ai continué à peindre, à capter ces visages, ces âmes, ces instants fugitifs que seule la peinture peut éterniser. J'ai poursuivi mon œuvre, non pour répondre à mes ennemis, mais pour donner aux générations futures le reflet d'un monde qui, malgré ses méchancetés et ses bassesses, ne cessa jamais d'être sublime. Car au-delà des soupçons, des murmures, des pamphlets infâmes, il reste cela. Mes portraits, qui parlent pour moi, qui disent ce que fut mon siècle, ce qu'il eut de plus beau, de plus éclatant. Tant que mes toiles seront regardées avec admiration, tant que l'on verra dans mes œuvres la vie, la grâce et la lumière que j'ai voulu y mettre, alors, monsieur, j'aurai triomphé de mes détracteurs. Et si l'histoire doit se souvenir de moi, qu'elle ne retienne pas ces basses accusations, mais seulement cela, que j'étais une femme qui, envers et contre tout, aimait la peinture.